La LIA, c'est un projet de vie, une décision énorme. Mais au-delà de l'aventure humaine, c'est aussi une opportunité financière incroyable et souvent mal comprise. Le système fiscal israélien a prévu un cadre vraiment exceptionnel pour les nouveaux immigrants. Alors, on va décortiquer ça ensemble pour bien comprendre comment transformer cette chance en une véritable stratégie gagnante. On va commencer direct avec le chiffre clé, celui qu'il faut absolument retenir. Regardez bien, 10 ans. Si on ne devait garder qu'une seule chose en tête, ce serait cette durée. Alors, ces 10 ans, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire une exonération totale d'impôts sur tous les revenus qui viennent de l'extérieur d'Israël. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le système et c'est une promesse financière énorme. Mais attention, parce que si la promesse est belle, ce qu'on pourrait appeler un paradis fiscal temporaire, eh bien c'est loin d'être simple ou automatique. Il y a des subtilités, des pièges même, qu'il est crucial de maîtriser. Bon, il faut comprendre que le but de l'État, c'est de faciliter l'intégration économique. Mais pour en profiter à fond, il faut être proactif. Une planification minutieuse est indispensable, et ça se prépare bien avant de mettre un pied en Israël. Allez, rentrons dans le vif du sujet. On va décortiquer les fondations de ce système. Quels sont précisément ces fameux avantages qui forment les piliers de ce régime fiscal si particulier? Et oui, on y revient. Toujours ce chiffre. Parce que tout, absolument tout, part de là. C'est le pilier numéro 1 et de très loin le plus puissant. Et ce qui est fou, c'est à quel point c'est large, ça couvre quasiment tout. Que ce soit les revenus actifs, comme un salaire d'une entreprise étrangère, les bénéfices d'une société, ou les revenus passifs, comme des loyers, des dividendes, des intérêts, et même les plus-values quand on vend un bien immobilier ou des actions à l'étranger. C'est ça qui rend le dispositif aussi puissant. Ok, deuxième pilier, on change de durée, regardez, 7 ans. Pendant les 7 premières années en Israël, un nouvel immigrant a droit à une très grosse réduction sur la taxe d'acquisition pour son tout premier achat immobilier. Et ça, concrètement, ça peut vouloir dire des dizaines de milliers de shekels économisés. Sur un marché immobilier comme celui d'Israël, croyez-moi, c'est un coup de pouce énorme. Et on termine avec le troisième pilier. Là, on est sur la plus longue durée, 20 ans. Là, on parle des placements financiers. En gros, si on dépose de l'argent en devises, genre euros ou dollars dans une banque israélienne, les intérêts que ça génère, eh bien, pas d'impôt dessus. Et ce, pendant 20 ans. Il y a aussi un outil stratégique à connaître absolument, la Shnat Hishtaglut, l'année d'adaptation. Ça permet de mettre sur pause son statut fiscal pendant 1 an, ce qui peut être très utile si on a des affaires complexes à régler à l'étranger. Mais attention, c'est là qu'il faut être vigilant, la demande doit être faite dans les 90 jours après l'arrivée. Et une fois la décision prise, pas de retour en arrière possible. Bon, connaître tout ça, c'est la première étape, c'est bien. Mais le vrai défi, c'est de passer de la connaissance à l'action concrète. Comment on fait pour que toutes ces informations deviennent une vraie stratégie financière qui fonctionne? Voilà la question. Et la réponse, c'est l'anticipation. Une planification super rigoureuse qui commence bien avant de faire les cartons. Alors, sur quoi il faut se concentrer? D'abord, la date d'arrivée. Oui, ça peut tout changer fiscalement. Ensuite, comment sont structurés les actifs, les sociétés? C'est fondamental. Planifier à l'avance la vente de certains biens pour qu'elles tombent dans la période d'exonération. Et surtout, il y a un gros piège à éviter, celui du contrôle et gestion. Si le fisc israélien estime qu'une société étrangère est en fait pilotée depuis Israël, eh bien, adieu l'exonération, elle devient imposable ici. Bon, et comme toujours avec des sujets un peu techniques, il y a plein d'idées reçues qui circulent, des mythes, on va faire le tri ensemble, démêler le vrai du faux, parce que certaines erreurs peuvent coûter une fortune. Alors, premier mythe, le plus classique. Pendant 10 ans, on ne paie aucun impôt. C'est totalement faux. Le mot-clé ici, c'est « étrangère ». Seuls les revenus de sources étrangères sont concernés. Dès qu'on touche un salaire d'une entreprise israélienne, par exemple, c'est imposable, dès le premier jour. Deuxième mythe, et celui-là est dangereux. Tout est automatique, je n'ai rien à faire. Alors là, pas du tout. L'aide d'adaptation, les réductions sur la taxe d'acquisition, tout ça, ça demande des démarches actives. Il faut faire les demandes et dans les temps. Si on ne fait rien, on perd ses droits. C'est aussi simple que ça. Et enfin, le dernier mythe, pas besoin d'aide, je peux gérer ça tout seul. Franchement, c'est une très mauvaise idée. On parle d'un labyrinthe de lois entre la fiscalité israélienne et les conventions internationales. Essayer de s'y retrouver seul, c'est le meilleur moyen de se retrouver en double imposition ou de passer à côté de plein d'optimisations. Un expert, ce n'est pas un luxe, c'est une pure nécessité. Allez, pour finir, soyons concrets. Voilà une petite checklist, claire et simple, des choses à faire absolument avant l'arrivée en Israël. Numéro 1, la rupture de résidence fiscale. Il faut prouver, de manière formelle, au pays de départ que le centre de sa vie n'est plus là-bas. C'est la base pour éviter d'être imposé des deux côtés. Numéro 2, l'audit du patrimoine. On fait le point.
un inventaire complet de tout ce qu'on possède et on analyse les conséquences fiscales pour chaque bien, chaque investissement. Et 3, le point le plus crucial, on consulte un spécialiste de la fiscalité israélienne. Et on le fait avant l'ALIA pour mettre en place la bonne stratégie avant même de monter dans l'avion. Au final, on voit bien que la préparation financière est tout aussi capitale que la préparation logistique. La question qui se pose est donc simple, le projet d'ALIA est prêt, mais est-ce que le patrimoine, lui, est aussi prêt pour ce nouveau départ ?